Je vais craquer, je pense que je vais craquer, il faut que ça se termine. Ça va, c'est la fin. Bon, allez, le gros titre, le dernier. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Mais pas celui-là. Mais pas celui-là. Mais pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Voilà, celui-là. Terminal. Terminal. Merci pour tout le Brésil. Ben oui, merci. Merci le Brésil, merci de nous avoir fait rêver. Merci d'avoir élevé le football au rang de 8e art. Oui, parce que ce sont des artistes. Et merci aux artistes brésiliens, les Paulinho, Fernandinho, Ramirez, Luis Gustavo, Joe, Bernard, Fred. Tous ces gens qui font que le football, c'est un peu de la danse. Parce que le Brésil, c'est toujours de la danse, leur football. Oui, c'est vrai, c'est de la danse. Bon, avant, c'était de la samba, puis aujourd'hui, c'est du pogo. Voilà, c'est un peu du pogo, voilà. C'est pas la même danse, mais c'est de la danse. Hein, le pogo, on est là, on est complètement bourré, on se fout des coups de coude, des coups de genoux, des coups de boule, on se dégueule dessus, on rigole, on se marre. Hein, c'est pas très grave, de toute façon, le lendemain, on se réveille, hein, on a des courbatures, du mal au dos, on a la tête des Bogdanov, mais on est heureux. Parce qu'on a dansé. Voilà. Les images. Voilà comment en Argentine on réagit à l'annonce de la fracture du dos de Neymar. Fair play, en classe. Le boa dans le slip, y a pas que Thierry Henry en fait. Alors c'est sûr qu'avec ça, Neymar il va plus se blesser. Hein. Mais bon, pour dribbler, c'est un peu galère. Ah, les Brésiliens, dans cette Coupe du Monde, ils ont du mal à s'enflammer. Mais ils ont vraiment du mal. Hein. Vraiment du mal à s'enflammer. Bien, il est temps pour nous d'accueillir notre dernier invité du Journaldinho de la Coupe du Monde au Brésil. C'est Javier Müller-Wohlfahrt. Bonjour Javier. Bonjour. Alors, ce n'est pas n'importe qui puisqu'il fait partie de la génération dorée de la Albiblanca. Alors, je vous rappelle ce qu'est l'Albiblanca. Nous avions reçu le sélectionneur de cette sélection, l'Albiblanca, qui est la sélection de tous les Argentins, petits-fils d'Allemands qui ont quitté l'Allemagne dans les années 40 et qui aujourd'hui font une magnifique équipe. Et vous en êtes le bel exemple. Voilà, parce que vos grands-parents ont décidé de partir vers l'aventure en Amérique du Sud. C'est à dire que c'est un match très spécial pour moi. C'est vraiment le match finale. Du cœur, puisque voilà, Allemagne-Argentine, c'est votre finale. Hein, c'est comme dire, c'est un peu comme si l'Argentine c'était la maman et l'Allemagne c'était le papa, et donc c'est la famille qui joue. C'est ces deux cultures, c'est le feu, c'est la glace, c'est un saladier de couleurs hein, quelque part. Votre grand-père et votre grand-mère, c'était ça, c'était le mélange des deux. D'ailleurs, votre grand-père, alors vous lui donniez un nom marrant, vous l'appeliez votre papy, vous l'appeliez Rebiteux. Alors pourquoi Rebiteux? On l'appelait parce que ça faisait papy rebiteux. Papy rebiteux. Bien sûr, c'est évident. En tout cas, c'était formidable. Mais je tiens à dire un peu le contexte, parce qu'à l'époque, il faut savoir de qui on parle. Oui. On parle d'un groupe de jeunes, comme les scouts un peu, qui c'était comme 11 millions de jeunes qui vivaient une aventure extraordinaire et collective. Exactement. Et ils avaient pris leur baluchon, leur sac à dos, ils allaient partout dans l'Europe. Ah oui, à la fin des années 30, on se rappelle. À Varsovie, à Bruxelles, en Belgique, ils arrivaient partout. Paris aussi. Et à Paris, ils avaient leurs copains en Espagne, après en Italie. C'était vraiment une belle comme un Erasmus, quoi. Exact, c'est ça. C'était un peu comme les hippies. Avec les cheveux plus courts. C'était plus court, les cheveux, quand même. Ça, c'est un phénomène des modes. Oui, c'est parce que c'était pas encore la mode. Voilà. Après, mais c'est vrai et puis que partout ils étaient comme chez eux. Parce qu'il y a un sentiment de liberté. Voilà, on est là, on est chez nous. Hein. C'était vraiment sympa. Parce qu'on parle, il faut savoir, on parle des valeurs. Ouais. C'est des valeurs, ils avaient un rêve collectif, ça s'appelle une utopie. Et ils voulaient transmettre ces valeurs dans l'Europe. Ils voulaient que l'Europe soit à leur image, de leur pensée. Est-ce qu'ils n'étaient pas un peu trop naïfs? Peut-être ils ont été naïfs. Il y avait d'ailleurs des gens connus de plein de choses. Très connus. Il y avait les grands-parents de José Luis Brown, international argentin, de René Haussmann, de Daniel Killer, et pareil. Et votre grand-père et eux, à un moment donné, vous êtes retrouvés face à ce cynisme venant des États-Unis, là, et ils ont décidé de partir parce que c'était trop. Et votre grand-père s'est dit, allez. Pourtant, il était tombé amoureux d'une femme, vous m'aviez raconté. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette invasion de la culture Coca-Cola a mis fin aussi à ce beau rêve. Et mon grand-père a dû partir et laisser son amour, et qui, par dépit, par chagrin d'amour, s'est rasé la tête et s'est habillé en garçon de dépit, de chagrin d'amour. Il m'a
imaginez-vous Et beaucoup à de l'époque. Françaises à l'époque de dépit par Charles Gainsbourg se sont rasé la tête. Beaucoup. Alors votre grand-père, à un moment donné, il en a eu marre de tout ça, de ces gens réacs là, et il s'est dit avec ses potes, allez les gars, on prend un baluchon, le numéro de compte en Suisse à Lausanne, quelques dents en or, des rêves plein la tête et on part à l'autre bout du monde. C'est marrant que vous faites mention aux dents, les dents, parce que mon grand-père était chirurgien, dentiste. Il était dentiste, et pourtant, dans sa ville, on l'appelait le boucher de Dresde. Le boucher, ah oui, c'était marrant ça, pourquoi donc? Parce que son truc à lui, chacun a sa spécialité. Hein. Et son truc à lui, c'était d'arracher de l'extraction des dents sans anesthésie, parce que c'était mais il faut avoir le coup de main, le coup de vis. Alors moi, on m'a même dit qu'il arrachait même les dents quand il n'y avait même pas de carie, quoi. C'est quand même assez rare. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, voilà, donc il s'est installé là-bas, et là, une aventure extraordinaire. Ils ont refondé une sorte de mini-communauté. Ouais, une petite communauté, quoi. C'est vraiment une très, très belle aventure. C'est une aventure extraordinaire, et j'espère peut-être que d'autres vont vivre cette aventure, et que c'est possible, peut-être à l'avenir, de recommencer des grands rêves collectifs comme ça. Bien sûr. Alors, vous, ce match, qui est votre finale, vous allez le regarder où? J'ai une petite adresse qui s'appelle Les Teutons qui pointent. Les Teutons qui pointent. Oui, c'est à Paris. Exactement, oui, le casque à pointe. Mais je tiens à dire que le casque à pointe a souvent été un peu mépris dans la façon de la connotation. Oui. Et, alors que vous le savez autant que moi. Bien sûr, c'est érotique, c'est un hommage à l'érotisme. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, dans les années 40, les gens étaient vachement... on rigolait pas. Les sectarismes de l'époque. Aujourd'hui, vous mettez un casque à pointe, mais ça ne passe pas. Pas partout, c'est dans ma famille, ça passe encore. Ça passe encore dans certains petits endroits. En tout cas, bravo, tous au Teutons qui pointent pour le match. J'espère. Et puis encore merci pour tout ce que vous faites. Vous nous faites vraiment rêver. Viva Argentine, viva Allemagne, peu importe, c'est pareil. Et voilà. Merci beaucoup. Quant à nous, voilà, c'était le dernier journal d'Union. Je finirai avec cette phrase de Roland Wolfart, ancien international allemand, qui était sûrement de la famille de votre grand-père. Il est venu t'entendre à la maison. Et Roland Wolfart qui disait... 2 occasions, 1 but, j'appelle ça du 100%. Optimiste, rêveur, voilà. L'Allemagne, quoi, de l'époque. Merci, à dans 4 ans. Déjà. Vous ne pas.